Like many mums, Anne Githuku Shongwe was worried about how much time her son spent playing games on his mobile phone. After 15 years of travelling across Africa for the UN, she'd seen plenty of young people who looked like they'd lost hope, but did have a mobile phone. That's why she decided to start Afros. Its vision is nothing less than transforming Africa through digital media. Afros has already created 4 video games, all in an African setting. They're designed to help children build a fairer, more peaceful society. And the best thing is that it works. One of the successes is Champ Chase, a game for spotting people who abuse children, whether sexually or by using them for criminal activities. 100,000 young people are already playing the game in South Africa. The next game is all about stopping gender-based violence. Now Anne thinks that maybe video games aren't all bad. We should all be heroes, just for one day. Good afternoon, ladies. Nous devrions tous être des héros au moins pour un jour. Alors, la prochaine initiative que je vous présente, c'est un de mes grands motifs de fierté, vraiment, parce que c'est de l'innovation généreuse et adaptée aux enjeux sociaux. Nouveau futur en les valorisant. Anne Githuku Shongwe, ancienne salariée des Nations Unies, s'est investie totalement dans ce projet pour créer quelque chose de neuf, de nouveau, à l'usage des jeunes et reconnaissant les valeurs de son continent, l'Afrique. Le but est ainsi de valoriser les opportunités de leur continent plutôt que de leur forger une idée liée à notre vision occidentale des choses. Au travers de l'usage des jeux par niveau, elle favorise ainsi l'apprentissage de ces différents jeunes autour de thématiques sociales importantes. Mais c'est aussi un appui très fort à l'accès à de nouveaux savoirs, à une logique de transfert des connaissances de plus en plus appuyée que l'on ressent aujourd'hui dans la vague du net. L'apprentissage par les jeux, l'apprentissage par de ces nouveaux modes pédagogiques est en plein essor. Valoriser les jeunes africains au travers de ces sujets, c'est aussi donner accès à une connaissance beaucoup plus large et permettre de créer un nouveau futur. On peut imaginer donc, dans nos sociétés, on pourrait avoir la même image et la même idée grâce au net d'accélérer et d'améliorer encore l'accès au savoir. Doit-on systématiquement penser que le sachant doit transférer sa connaissance en direct à la personne assise sur sa chaise? En tant que membre de la génération Y, je peux vous répondre qu'il est pour moi très difficile de rester 2 heures assis derrière une table et je pense que ça ne sera pas possible de s'améliorer dans le futur. Il faut donc repenser nos modes d'apprentissage et utiliser le fort potentiel que représente le net, le jeu et les modes d'apprentissage individualisés pour pouvoir créer une performance accrue dans l'entreprise, mais aussi de nouvelles convictions dans nos sociétés et de nouveaux développements de connaissances. Le net est donc un vecteur d'individualisation, certes, mais il crée par le jeu et par l'apprentissage une logique beaucoup plus collective. Et c'est ce que nous présente aujourd'hui Anne, au travers de son initiative que je vais lui laisser vous présenter. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vos mots si gentils, Alex, de présentation. J'ai un rêve. Et j'ai eu ce rêve. Mais ce rêve n'aurait pas été rendu possible s'il n'y avait pas eu la révolution digitale et mobile en Afrique. Il faut repenser l'Afrique. Alors, je ne sais pas quelle image vous avez de ce continent que j'aime tant,
Vous avez sûrement des visions de safari, l'Afrique pour vous, ça évoque cela également, la pauvreté, la misère. Ça évoque beaucoup d'images. Mais, alors, je cherche le Bitonio. Alex, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire où il est. Alors, il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est formidable, l'Afrique se relève. Vous avez peut-être lu The Economist, le numéro de novembre dernier. C'est ce qui était dit. Et on nous parle du fait que l'Afrique donc se relève et qu'elle redresse la tête sur le plan économique et que ceci suscite un véritable espoir chez les jeunes Africains. Je crois que tout le continent peut maintenant se relever, se lever, et nous pouvons l'aider si nous sommes prêts à investir dans ces jeunes Africains pour vraiment saisir les opportunités, faire vivre l'espoir et préparer l'avenir. À Afro, ce que nous voulons faire, c'est rejeter cet esprit de défaitisme que l'on constate souvent chez les jeunes et que les jeunes deviennent les maîtres de leur propre destin. Aujourd'hui, sur notre continent, l'on dénombre pas moins de 300 millions de jeunes qui ont accès à des téléphones mobiles et qui ne sont pas forcément très sophistiqués, mais qui sont en général des Nokia, des Samsung, des LG, mais qui sont des téléphones qui présentent des fonctions de base et auxquelles on peut avoir accès. Imaginez que l'on puisse faire passer un message sur ces téléphones pour la lutte contre le sida ou la lutte contre la pauvreté. Eh bien, l'on pourrait, avec un seul message, atteindre ces 300 millions de jeunes avec un message qui pourrait changer à tout jamais leur existence. Et c'est ça qui nous intéresse à Afro, c'est-à-dire comment atteindre, toucher ces jeunes. Alors, imaginez que l'on ait une génération de jeunes Africains qui décident, voilà, la pauvreté, c'est terminé. On ne va pas simplement rester là, avoir ça les bras croisés. On va vraiment agir pour faire bouger les choses au sein de la communauté. Où on décide que la violence entre conjoints, c'est plus acceptable. C'est, voilà, ce type de se dire, voilà, telle chose est possible. C'est ça que nous voulons développer à Afro. Et c'est possible parce que ces téléphones, ils sont dans les mains de ces jeunes filles, jeunes garçons, peu importe leur niveau de revenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même au niveau de revenu le plus faible, les gens ont des téléphones portables. Hier, on pose la question, comment est-ce qu'ils peuvent se les acheter, se les payer? Et j'ai répondu, c'est comme les vêtements ou l'alimentation. C'est plus un article de luxe, c'est un moyen de subsistance en quelque sorte. C'est par le portable que l'on communique, que l'on gère son compte bancaire pour faire des virements, etc., recevoir des fonds. C'est plus un article de luxe, c'est un article de base. Et tous les jeunes, quasiment, ont un téléphone portable. Donc, nous, à Afro, on utilise ceci pour créer cette culture de l'espoir, du possible en Afrique. Je vous l'ai dit, ce chiffre, 300 millions de jeunes qui ont un portable, ce sont eux qui vont faire avancer cette Afrique qui se relève. Bon, ça paraît peut-être un petit peu utopique. Eh bien non, je vais vous montrer ce que nous avons fait de bien concret jusqu'à présent. Récemment, nous avons établi un partenariat avec les Nations Unies pour la campagne pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et nous leur avons dit, voilà, dans la région de l'Afrique australe, il y a 32-35 millions de jeunes femmes qui sont concernées. Nous avons donc, à partir de là, rencontré les partenaires, les parties prenantes qui luttent contre la violence faite aux femmes, les violences faites aux femmes, pour écouter ce qu'ils avaient à nous dire, parce que nous ne prétendons pas être experts sur tous les sujets. Puis nous avons eu des séances où nous avons
expliquer tout cela aux jeunes, ceux qui sont exposés à cela. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, en Afrique, les jeunes souvent ne font pas vraiment le distinguo entre ce qui est du viol et ce qui n'est pas du viol. Donc, nous avons passé nous-mêmes du temps à nous renseigner, à apprendre. Et nous avons appris que, en fait, malheureusement, en matière de viol, en Afrique, nous sommes leaders, malheureusement, dans le monde, et qu'il y a eu 55 000 cas de viol dans les années 2009-2010. Pratiquement 70% étaient des mineurs, des victimes. Donc, même dans le milieu scolaire, les violences de genre sont très, très importantes. Il y a, donc je l'ai dit tout à l'heure, 28 millions de jeunes qui utilisent un téléphone portable en Afrique australe. Donc, ils sont sur le téléphone 2 à 8 heures par jour pour des apps assez simples, chat, écouter de la musique, etc. Ils arrivent à télécharger quelques petits navigateurs et 43% jouent à des jeux sur leur portable. Malheureusement, beaucoup de ces jeux sont des jeux de bagarre, de guerre qui viennent du reste du monde, donc qui n'apportent pas grand-chose. Nous nous sommes dit, voilà, ça c'est une occasion exceptionnelle. C'est-à-dire, si on peut atteindre les 43% des 28 millions, ça veut dire qu'on touche au moins 10 millions de jeunes et leur parler de façon ludique de choses qui sont vraiment sérieuses. Et c'est là qu'on peut apporter une différence, faire une différence. Donc, nous avons conçu ce que nous appelons Design Labs avec les jeunes. Nous avons conçu cela avec les jeunes, comme ce jeu Moraba que je vais vous montrer dans un instant. Et nous avons testé avec eux toutes sortes de possibilités. Qu'est-ce qui est amusant, ludique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui leur apprend quelque chose ou pas. Voilà. Alors, je vous parlais de Moraba. Qu'est-ce que Moraba? C'est quelque chose qu'on a mis au point avec les Nations Unies. Donc, c'est téléporté sur BlackBerry. Les gens pensent que BlackBerry, ça marche plus, que c'est du passé. Non, BlackBerry, c'est le top en Afrique. Et également sur Android, parce que maintenant, on a des téléphones à fonction de bas de gamme qu'on peut trouver à 80 dollars. Et puis, il y a une adaptation, un quiz du jeu d'échecs Zulu. Alors, on joue et il y a des questions qui sortent au fur et à mesure et qui portent sur la violence. Il y a 3 objectifs. Il y a les concepts liés à la violence contre les violences faites aux femmes, comprendre ce que c'est ce type de violence. Ensuite, quoi faire, c'est-à-dire votre ami se fait violer, à qui vous adressez, où trouver de l'aide, etc. Et troisièmement, changer les mentalités. Et nous avons, et je pense que c'est la même chose en France, vous avez des blocages, des mentalités qui font qu'on ne peut pas avancer. Par exemple, sur le sida, vous avez dû entendre cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a ce mythe que si on est séropositif ou malade du sida, on a des relations sexuelles avec une jeune vierge et on sera guéri. Voilà, on veut un petit peu inverser la tendance et tordre le cou un petit peu à ces idées et à ces mythes complètement erronés. Alors, je voudrais justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer le film? Je clique, mais rien ne se passe. Quel dommage. Alors, ce que vous n'avez pas vu sur le film, c'était le témoignage d'une jeune fille qui, dans ses séances de préparation
du jeu. Cette jeune fille qui est venue nous voir nous a raconté qu'elle avait été violée à 3 reprises, qu'elle était heureuse de savoir qu'elle pouvait maintenant en parler et qu'elle pouvait maintenant savoir ce qu'elle aurait pu faire si elle avait eu accès à ce jeu plus tôt. Sur le film, sur la vidéo, il y a également une enseignante qui est interviewée, qui raconte qu'elle enseigne depuis 20 ans, un enseignement basé sur les violences, justement, et que, bon, en fait, les réponses n'étaient pas terribles parce que les jeunes voyaient ça comme quelque chose, un devoir écrit. Et ensuite, après le jeu, les réponses étaient bien meilleures parce qu'il y avait une implication. Et puis ensuite, sur le film, il y avait une démonstration du jeu. Ça se passe sur un échiquier. Au fur et à mesure qu'on joue et si on déplace bien les pions, il y a des questions qui sont présentées auxquelles il faut répondre. C'est tout simple comme jeu, mais ça marche vraiment très bien et ça fait très très bien passer le message. Alors, comment sait-on que ce jeu marche bien? Eh bien, ce jeu et tous nos jeux d'ailleurs, nous l'avons conçu avec un système de mesure d'impact. Il y a un système de score, c'est-à-dire que à la fin, vous pouvez consulter nous voyons comment les gens ont répondu aux questions. Et nous avons également mené des questionnaires, fait des questionnaires pour voir combien de gens avaient téléchargé les données. Voilà, par ces questionnaires, on arrive à voir comment les gens ont répondu, les jeunes ont répondu. Et ensuite, à partir de ce registre, on voit que au moment où ils commencent à jouer pour la première fois, les réponses sont juste à 85%. La deuxième fois qu'ils jouent, les réponses sont bonnes à 90%. Et la troisième fois, il y a encore une amélioration. Donc, vous voyez, il y a une courbe d'apprentissage qui est évidente au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. Et que donc, c'est le contenu du jeu qui permet de pallier aux insuffisances de connaissances sur les violences. Par exemple, l'âge légal du consentement pour des relations sexuelles en Afrique australe, c'est 16 ans. On s'est rendu compte que plein de jeunes filles ne le savaient pas. Elles ne savaient pas ou même des jeunes gens non plus. Est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles à 12 ans, à 14 ans? Personne ne le savait. Donc finalement, ça c'était très utile. Et puis on a pu recueillir des témoignages exceptionnels. Lorsqu'on termine le jeu, on peut envoyer un commentaire. Et il y a eu ce jeune homme, Andreas, qui nous a envoyé ce commentaire. Je sais maintenant, après avoir joué à ce jeu plusieurs fois, que j'ai été moi-même un violeur plusieurs fois dans le passé. Je ne savais pas avant que j'étais un violeur parce que, avec mes amis, on se disait que lorsqu'une fille dit non, ça ne veut pas vraiment dire non. Ça fait partie du jeu. Et les filles, elles disent toujours non de toute façon. Donc, on continue, on continue, on continue. Que la fille dise non ou pas, c'est pas grave. Donc, Andreas nous a dit, ma vie va désormais changer. J'ai changé, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait était d'ordre criminel, que c'était un délit pénal. Et un autre jeu que nous avons mis au point, que nous avons conçu, Champ Chase. Vous l'avez vu dans la vidéo, il a été élaboré avec le Fonds pour les enfants de Nelson Mandela. Il est destiné aux enfants âgés de 8 à 12 ans pour leur permettre de reconnaître des auteurs de violences qu'ils rencontrent dans leur vie au quotidien. Autre jeu mis au point au Kenya, Haki, en Swahili ça veut dire justice. C'est destiné à des jeunes plus âgés de 16 à 24 ans. Vous voyez, nous traitons de problématiques différentes selon les âges et les jeux. Nous voulons toucher 10 millions de jeunes en Afrique australe. Pour l'instant, 50 000. Nous avons pu le faire, les toucher, les atteindre grâce
à ces téléphones mobiles. Mais maintenant, nous voulons des partenariats beaucoup plus vastes. Nous voulons, par exemple, des partenariats avec des opérateurs, avec MTN, Vodacom, pour qu'ils mettent nos jeux sur leur plateforme, avec Nokia, pour qu'ils le mettent sur leur Ovi Store, et Mixit, qui ont sur leur plateforme 50 millions de jeunes Africains. Donc, par ce biais, nous pouvons toucher un plus grand nombre de jeunes. Et ce sont des partenariats que nous renforçons tous les jeunes. Mais atteindre 300 millions de personnes, ça paraît énorme, mais en Afrique, rien n'est impossible. C'est un grand voyage qui sera semé d'embûches, qui sera difficile. Mais si nous pouvons faire venir avec nous rejoindre 4 ou 5 des plus grands opérateurs en Afrique, Orange, je crois qu'on prononce Orange, Vodafone, MTN, Airtel, qui représentent 90% des 600 millions d'Africains qui ont un téléphone portable. Si on peut établir des partenariats avec eux, tout sera possible. Voilà le voyage que nous avons entrepris. Nous voulons, parce que maintenant, nous avons des demandes de partenariat. Nous voulons répondre à beaucoup de problématiques sociales. Nous sommes en train de concevoir des nouveaux Design Labs pour vraiment, avec des experts et des techniciens, nous attaquer aux problèmes quotidiens des jeunes Africains. Avec la plateforme AfroLives, notamment, pour créer également la possibilité pour les jeunes utilisateurs de créer du contenu eux-mêmes. Insights également, ce que nous appelons les AfroWise Insights, c'est-à-dire ce que nous disent les utilisateurs eux-mêmes, et puis cette agence de jeunes qui vont sur le terrain et qui facilite la prise en main, l'activation de ces jeux sur le terrain. Alex, vous allez sûrement me poser la question, quel est votre business model? Donc, j'anticipe et je vous réponds. Nous avons travaillé surtout avec un modèle de sponsor parce que nous voulions tester, faire les recherches sur tous les jeux que nous avions conçus. Donc, nous avons travaillé avec les Nations Unies, avec des entreprises au Kenya. Et également, nous travaillons avec un opérateur pour suivre les ventes de jeux. Tout ça, ça sera peu onéreux. Et puis, nous voulons également viser le marché du marketing social et de la publicité avec un système de bons, de coupons, de système de récompense à la fin du jeu pour qu'on encourage le joueur à interagir, etc. Nous avons déjà contacté des partenaires et je crois que d'ici 6 à 12 mois, nous pourrons vous en dire beaucoup plus sur la question. Voilà, c'était notre histoire. Nous pouvons changer cette plateforme pour changer le monde. Nous en sommes convaincus. Nous n'en sommes qu'au tout début. Mais ceci suscite beaucoup de passion et d'intérêt. Le bureau du président de l'Afrique du Sud nous a appelés l'année dernière pour nous aider à progresser. Donc, beaucoup de choses sont possibles. Elles seront encore plus possibles et réalisables si vous venez nous rejoindre, si vous devenez nos partenaires. Merci. Thank you very much, Anne. Merci infiniment, Anne. Vous nous donnez l'occasion de parler de ces initiatives passionnantes avec la première question qui vient de Balloon parce qu'il y a eu beaucoup de questions pour vous. Alors, première question, c'est sur le crowdsourcing. Est-ce que Moraba va utiliser ces jeux pour faire du crowdsourcing auprès des jeunes? Oui, les laboratoires de conception Design Labs dont j'ai parlé, eh bien, justement, on essaye de voir comment faire des crowdsourcing pour solutions pour des jeunes. Et les meilleures idées sont reprises dans les labos et avec les experts, les designers, etc., on pourra créer des solutions qu'on pourra mettre sur le marché. Voilà
comment on envisage, nous, le crowdsourcing. C'est dans cet esprit-là. Merci. La question suivante. Alors, comment est-ce que vous essayez d'introduire ces jeux en milieu scolaire et auprès des enseignants? Comment est-ce que vous prévoyez de le faire? Qu'est-ce que vous avez envisagé? Bon, au départ, on nous disait, allez en milieu scolaire, parce que c'est là que sont les jeunes, ils sont à l'école, a priori. Et moi, personnellement, je me suis dit, bon, il y a déjà dans le secteur de l'éducation formelle beaucoup d'activités qui se déroulent. Je pensais personnellement qu'il fallait plutôt s'appuyer sur la culture populaire. Alors, ce que nous avons fait, c'est de démarcher les écoles, non pas pour nous aligner sur les programmes scolaires, mais pour travailler avec les étudiants, les écoliers, etc., après les horaires de l'école. Et le ministère de l'Éducation en Afrique du Sud nous a dit de développer Moraba dans les écoles. Et en fait, maintenant, ce sont les enseignants eux-mêmes qui nous disent de venir dans la salle de classe. Alors, nous hésitons encore. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on s'implique dans le milieu scolaire formel ou est-ce qu'il faut plutôt cibler les jeunes après l'école? Parce qu'on voit que les jeunes, ces jeux leur plaisent tellement qu'ils viennent dans une démarche volontaire pour participer à ces sessions de jeux après l'école. Les enseignants, eux, nous disent que ceux qui jouent, qui utilisent ces jeux, leurs résultats scolaires sont meilleurs. Donc, on est encore dans une phase où on n'est pas encore décidé sur la meilleure approche. La question suivante, vous avez déjà apporté un élément de réponse, c'est-à-dire l'aide gouvernementale. Est-ce que le gouvernement vous aide ou vous a aidé à faire passer votre message et utiliser vos applications? Oui, oui. Le gouvernement nous a contactés, mais c'est pour faire passer le message que lui veut faire passer en utilisant nos outils. C'est-à-dire à l'heure actuelle, par exemple, nous travaillons avec le ministère de la Justice qui avait vu Moraba et qui voulait qu'on travaille avec eux par rapport à la loi contre les violences sexuelles qu'ils veulent promouvoir. Et ils ont essayé de le promouvoir avant, mais les résultats ne sont pas très bons. Donc, nous travaillons avec eux en ce moment. En ce moment, c'est juste la phase exploratoire. Également, ce qu'on appelle le ICT Board, le conseil des TIC en Afrique du Sud, pour promouvoir le changement social. Et ça, c'est quelque chose également qui est organisé par le gouvernement. Donc, hier, d'ailleurs, il y avait une lueur d'espoir concernant un financement pour nous qui viendrait du gouvernement. C'est possible. La question suivante porte sur les pays qui ont adopté votre solution, vos solutions. Bon, on a commencé par l'Afrique du Sud, maintenant on est au Kenya, mais le projet Moraba concerne toute l'Afrique australe, toute la partie sud du continent. Nous orientons vers l'île Maurice, les Seychelles, le Zambie, etc. Et nous devons être présents dans 14 pays avant la fin de l'année, normalement. Et nous travaillons donc en étroite symbiose avec Nations Unies, notamment l'UNICEF, pour que ces jeux soient distribués dans ces pays, dans ces 14 pays d'ici la fin de l'année. Dernière question. Vous avez dit que vous avez parlé des jeux de guerre, etc., développés dans les pays développés. C'est ce que nous faisons. Et vous développez des jeux pour mettre un terme à la violence. Comment est-ce que vous réagissez à ce paradoxe? Bon, le jeu, normalement, c'est de l'amusement. Peut-être que c'est l'amusement pour certains que de tuer. Pour moi, non. Ce n'est pas de l'amusement. Mais je ne serai pas naïve. Je ne vais pas vous dire que nous concevons des jeux avec uniquement des motivations altruistes et que personne ne doit faire quoi que ce soit ou lever le petit doigt. Ce jeu acquis, conçu pour le Kenya, on tire. Mais on tire, en fait, sur l'ennemi qui détruit des arbres, des enfants, etc.
Donc, on savait que, évidemment, s'il y a des tirs, des coups de feu, etc., ça amuse les gens. Donc, on n'a pas exclu ça tout à fait. Et puis, il y a des communautés qui ne s'intéressent pas forcément aux jeux de guerre. Tous sont partis de ces communautés qui souhaitent le changement social et qui cherchent des moyens de faire avancer tout cela. J'ai un fils qui a 16 ans, qui s'appelle Zawadi, qui est fou de ces jeux de guerre. Et c'est par lui, en fait, que je me suis intéressée à ça. Parce que je me suis dit, si je n'arrive pas à jouer un petit peu avec lui ou à comprendre de quoi il me parle, je vais le perdre à jamais. Et jouer des jeux de la FIFA. Et je m'en rendais compte, c'était fascinant qu'il faisait des choix stratégiques. Parce qu'il gérait le jeu, la partie, etc. Et que c'était également un jeu d'histoire, etc. Certes, on tuait, mais on faisait également des choix en tant que leader africain. Donc, il y a des jeux qui existent, qui ne sont pas que des jeux de guerre, qui sont des jeux qui enseignent, qui vous apprennent quelque chose tout en restant de l'amusement. Et nous voulons que ce soit comme ça. Mais si ça n'amuse pas du tout les jeunes, ils ne joueront pas. Donc, il faut leur donner quelque chose qui les amuse également. Merci, Anne. Vous voulez susciter de l'espoir et vous le faites. Vous nous montrez ce que pourrait être Internet à l'avenir. Donc, merci pour ce message d'espoir.